Un renversement chiffré frappe le nord du Burkina Faso, sans fracas. Après des années de routes désertées et de peurs diffuses, des villages autrefois vidés, voient les puits de nouveau fréquentés et les marchés reprendre un bourdonnement que peu d'observateurs jugeaient proche. Que signifie cette inversion pour ceux qui associent Ibrahim Traoré à une rupture fragile mais possible dans la vie quotidienne? Peut-être le début mesuré d'un pays qui réapprend à respirer jour après jour sans fuir systématiquement la prochaine alerte. Dans ce qui suit, je propose une lecture précise d'un basculement longtemps jugé improbable dans le nord du Burkina Faso. La promesse est claire: comprendre pourquoi chaque avancée locale, même modeste, modifie l'équilibre national. Dans un territoire où l'effondrement sécuritaire avait redessiné la carte humaine, la réouverture d'un marché, la remise en service d'un puits ou le retour régulier d'élèves ne relèvent pas de l'anecdote. Ces gestes ordinaires portent un enjeu stratégique, car ils indiquent si la peur recule durablement ou si elle ne fait que se déplacer. Observer ces signaux permet de dépasser les discours abstraits et de mesurer une transformation à hauteur de vie quotidienne. L'enjeu dépasse la sécurité immédiate. Il touche à la capacité d'un État à redevenir présent là où il avait disparu. C'est cette logique progressive mais structurante que l'analyse va dérouler pas à pas, en reliant les faits locaux à une trajectoire nationale en recomposition. Plus d'1 million de personnes déplacées commencent à revenir, inversant une dynamique tenue pour irréversible. Ce chiffre, confirmé par les autorités locales, signale qu'un territoire longtemps vidé retrouve une densité humaine suffisante pour recréer des routines viables. Ce détail change l'angle de lecture. Pendant des années, le nord du Burkina Faso était décrit comme un espace figé dans la peur, où chaque route désertée validait l'idée d'un effondrement durable. Or, le retour progressif des familles indique autre chose, une modification concrète de la perception du risque. Là où fuir semblait la seule option rationnelle, rester puis revenir redevient envisageable. Ce basculement ne se produit jamais par décret. Il apparaît lorsque plusieurs signaux discrets convergent. Dans les villages concernés, la transformation s'observe d'abord dans les gestes élémentaires. Les marchés rouvrent par intermittence puis selon un rythme plus stable. Les puits, longtemps abandonnés ou sabotés, redeviennent des points de passage quotidiens. Les écoles, parfois sous des structures précaires, accueillent à nouveau des élèves de manière régulière. Ces éléments n'ont rien de spectaculaire pris isolément, mais leur répétition crée une normalité minimale, condition essentielle à toute réinstallation durable. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'action d'Ibrahim Traoré, non comme un symbole abstrait, mais comme un acteur d'une architecture séquencée. La logique n'est pas celle d'une reconquête éclair, mais d'un enchaînement. Sécuriser des corridors, maintenir une présence, puis laisser les routines de civils reprendre. Cette méthode explique pourquoi les retours ne sont pas uniformes mais progressifs, village après village. Chaque famille qui revient observe silencieusement les précédentes, jauge la continuité des marchés, la régularité des patrouilles, la possibilité d'aller chercher de l'eau sans escorte. Ainsi, le contexte n'est pas celui d'un miracle soudain, mais d'un glissement mesurable. Le chiffre du retour massif n'est pas une promesse politique, il est l'addition de décisions individuelles prises face à un quotidien redevenu un peu plus prévisible. Pour comprendre comment cette stabilisation se traduit concrètement, il faut suivre des trajectoires humaines précises, loin des bilans généraux. Dans un village du Nord, une femme âgée raconte qu'elle a rouvert son petit étal de mil quelques jours seulement après l'installation durable de patrouilles mixtes. Pendant des mois, elle avait conservé ses sacs de céréales cachés, convaincue qu'aucune activité visible n'était tenable sans risque immédiat. Le simple fait de voir une présence régulière, jour après jour,
a suffi à modifier son calcul. Vendre de nouveau ne relevait pas de l'optimisme, mais d'une évaluation pragmatique du danger. Dans un village voisin, un enseignant décrit une évolution similaire. Ses élèves avaient disparu progressivement, déplacés parfois à plusieurs dizaines de kilomètres. Lorsque le poste de police mobile est resté ouvert plus de 2 semaines, sans interruption, les enfants ont recommencé à revenir, d'abord par petits groupes, puis de manière plus régulière. Pour lui, l'enjeu n'était pas la force affichée, mais la continuité. Une présence stable permettait enfin de planifier une semaine entière de cours sans craindre une fermeture soudaine. Ces micro-récits éclairent la logique plus large associée à Ibrahim Traoré. La stabilisation ne s'impose pas par des décisions spectaculaires, mais par la possibilité offerte aux habitants de reprendre des gestes interrompus. Chaque étal rouvert, chaque classe occupée, chaque trajet vers un puits sans escorte devient un signal collectif. Ces signaux s'additionnent et produisent un effet d'entraînement, où la confiance circule plus vite que les discours. Au fond, quand la routine revient, la peur recule. Avant 2022, la trajectoire du nord du Burkina Faso semblait verrouillée par une spirale négative. Les routes étaient coupées, les marchés silencieux, les écoles fermées les unes après les autres. Les groupes armés occupaient des zones entières, imposant un tempo de peur qui fragmentait le territoire et vidait les villages. Les familles fuyaient parfois en quelques heures, abandonnant maisons, champs et bétail. À ce stade, la question n'était plus de stabiliser, mais de survivre. L'État apparaissait lointain, intermittent, incapable de maintenir une présence continue. Cette phase correspond au déclenchement, un point où l'effondrement sécuritaire atteint un seuil critique. Le basculement stratégique intervient lorsque Ibrahim Traoré affirme que la survie nationale ne peut plus dépendre d'actions ponctuelles ni de calendriers extérieurs. L'idée directrice est simple mais exigeante. Dégager l'espace, puis y rester. La première séquence s'ouvre avec le déploiement progressif de bataillons d'intervention rapide dans le nord et le centre du pays. Leur mission n'est pas de conquérir symboliquement, mais de débloquer des couloirs précis, de neutraliser les menaces immédiates et de rétablir une circulation minimale. Chaque opération vise un périmètre limité, pensé comme récupérable. Lorsque la route devient praticable, même partiellement, les premiers retours prudents deviennent possibles. C'est ici que se situe le moment charnière de la séquence. Une fois les corridors sécurisés, la logique change. Les unités militaires ne se retirent pas immédiatement et surtout, elles ne restent pas seules. Des unités de police mobile et des équipes civiles s'installent dans la durée. Leur rôle n'est plus offensif mais relationnel. Elles arbitrent les litiges mineurs, organisent les déplacements vers les puits, accompagnent la reprise des écoles et rassurent les familles hésitantes. Cette présence continue transforme une zone simplement dégagée en un espace progressivement vivable. Le signal envoyé n'est pas spectaculaire mais constant. Demain ressemblera à aujourd'hui. Dans des localités comme Barcelogo, Gabou ou Boulay Doumourhoun, cette mécanique produit des effets visibles. Un mécanicien répare sa première moto depuis des années. Un cultivateur retourne à son champ sans escorte. Des enfants sortent le matin avec un cahier plutôt qu'un jerrycan. Ces scènes, d'abord isolées, se répètent jusqu'à former une tendance. Les retours de familles déplacées deviennent alors un indicateur direct de stabilisation, bien plus parlant que les communiqués officiels. Vient ensuite la phase de consolidation, phase décisive mais souvent sous-estimée. Lorsque les routines tiennent plusieurs semaines, puis plusieurs mois, la peur cesse d'être le principe organisateur du quotidien. Les marchés adoptent des horaires prévisibles. Les écoles maintiennent une présence régulière. Les déplacements non escortés se normalisent.
Dans cette continuité, l'action d'Ibrahim Traoré se lit comme une accumulation de mécanismes plutôt qu'un geste unique. Les risques persistent, les frontières restent fragiles, mais le tissu social se recompose lentement. La séquence complète, déclenchement, moment charnière, phase de consolidation, esquisse un pays qui tente de respirer de nouveau sans promettre l'irréversible. Avant le basculement récent, le point de départ était brutal. Plus de 2 millions de personnes avaient fui les zones du nord et du centre. Ce niveau de déplacement constituait le niveau de départ d'un effondrement social quasi total. Il signifiait l'arrêt des écoles, la disparition des marchés et l'inutilité pratique des routes. Le écart observé aujourd'hui, le retour massif d'une partie de ces familles, indique un changement de comportement collectif, pas une simple oscillation statistique. Quand une population cesse de fuir, c'est que le risque perçu diminue de manière tangible. Un deuxième indicateur structurel éclaire cette évolution. 28 bataillons d'intervention rapide ont été déployés. Pris isolément, ce chiffre pourrait être lu comme un renforcement militaire classique. Son interprétation change lorsqu'on observe son usage dans le temps. Ces unités ne servent pas uniquement à frapper, mais à sécuriser des couloirs précis et à créer les conditions d'une présence prolongée. La différence essentielle réside là. Une opération ponctuelle modifie l'instant. Une présence continue modifie les habitudes. Le déploiement massif marque donc un changement d'échelle dans la capacité de l'État à tenir le terrain au-delà de l'offensive initiale. Le troisième indicateur, souvent cité, mais rarement analysé dans sa portée réelle, est le suivant. Plus d'1 million de personnes déplacées sont revenues. Ce seuil n'est pas symbolique par hasard. Chaque retour implique une décision individuelle fondée sur des critères concrets: accès à l'eau, sécurité des trajets, ouverture des écoles, continuité des marchés. Ce chiffre n'exprime pas une adhésion politique, mais une somme de calculs silencieux. Lorsqu'il atteint une telle ampleur, il valide indirectement l'efficacité des deux premiers indicateurs. Sans corridor sécurisé ni présence durable, ces retours seraient impossibles à maintenir. L'intérêt de ces trois repères réside dans leur cohérence. Le premier décrit la profondeur de la chute initiale, le deuxième la capacité opérationnelle déployée pour l'enrayer, le troisième la réponse sociale observable. Ensemble, ils forment une chaîne logique où chaque maillon renforce les autres. Une zone sécurisée sans retour de population reste instable. Des retours sans sécurité durable seraient éphémères. C'est leur combinaison qui signale une stabilisation naissante. Dans ce cadre, l'action d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme une annonce que comme une méthode. Le choix de maintenir des unités civiles après les opérations militaires transforme des chiffres abstraits en réalité quotidienne. Les données ne servent pas à convaincre, mais à vérifier. Quand les marchés rouvrent à heure fixe, quand les écoles restent ouvertes plusieurs semaines consécutives, quand les déplacements non escortés deviennent possibles, les indicateurs prennent corps. Il faut aussi noter ce que ces chiffres ne disent pas. Ils ne garantissent pas l'irréversibilité du processus. Les frontières demeurent vulnérables, les groupes armés adaptent leur stratégie et chaque zone reprise peut redevenir contestée. Mais la variation mesurée montre que le système social n'est plus figé. Il réagit, s'ajuste, teste ses marges. En ce sens, la donnée la plus importante n'est pas un pourcentage précis, mais la direction du mouvement. Ainsi, la lecture quantitative ne remplace pas les récits humains, elle les confirme. Elle montre que la stabilisation progresse non par proclamation, mais par des variations mesurables dans les comportements collectifs. C'est cette convergence entre chiffres et gestes quotidiens qui rend la trajectoire actuelle crédible, même si elle reste fragile. Deux lectures opposées dominent aujourd'hui l'analyse de la trajectoire burkinabé, et chacune mérite d'être formulée dans sa version la plus solide. La première soutient que la stabilisation observée
n'est qu'une militarisation progressive. Selon cette thèse, la multiplication des unités armées, le report des échéances politiques et le poids accru de l'appareil sécuritaire indiqueraient une centralisation durable du pouvoir. Les précédents régionaux au Sahel renforcent cette prudence. Des offensives rapides ont souvent été suivies de restrictions politiques sans amélioration pérenne pour les civils. Dans ce cadre, les chiffres de déploiement seraient des signaux d'alerte plutôt que des preuves de redressement. La seconde lecture, issue du terrain, avance une logique différente. Elle affirme que la stabilisation ne se mesure pas au nombre d'uniformes visibles, mais au comportement rendu possible par leur présence continue. Les familles qui reviennent ne décrivent pas une domination militaire, mais la fin d'un quotidien gouverné par l'urgence. Elles évoquent des critères simples et vérifiables. Des marchés qui ouvrent à heure fixe, des puces fréquentées sans escorte, des écoles qui restent ouvertes et plusieurs semaines consécutives. Dans cette perspective, voir une patrouille régulière n'est pas vécu comme une contrainte, mais comme un filet de sécurité minimal. La réponse la plus robuste ne consiste pas à trancher idéologiquement entre ces deux positions, mais à observer ce qui résiste à l'épreuve du temps. Les récits convergents de Barcelogo, Gabou ou Boulay Dumuhun décrivent une même séquence. Sans présence durable, les routines s'effondrent. Avec elles, elles tiennent. Ce critère est décisif. Une stabilisation factice ne produit pas de retour massif et persistant. Or, le mouvement observé montre que des familles acceptent de rester, puis d'investir de nouveau leur village, ce qui serait irrationnel si la contrainte dominait. Dans ce cadre, l'action d'Ibrahim Traoré se comprend comme une tentative de résoudre une équation pratique plutôt qu'un pari doctrinal. La question centrale n'est pas l'intention politique supposée, mais la capacité à maintenir les conditions qui rendent la vie ordinaire possible. Tant que ces conditions tiennent eau, école, marché, déplacement sûr, l'argument de la simple militarisation perd de sa force explicative. À l'inverse, toute rupture durable les invaliderait immédiatement. Ainsi, le mise au clair conduit à un critère clair. La stabilisation ne se juge pas au discours, mais à la continuité observable des gestes quotidiens. Ce point médian apparaît lorsque les retours deviennent suffisamment nombreux pour modifier le rythme ordinaire des journées. Tant que les familles hésitent, la stabilisation reste fragile et réversible. Lorsqu'elles reviennent en nombre, quelque chose change. Les villages cessent d'être des espaces sous surveillance pour redevenir des lieux de vie organisés. Ce glissement est discret mais décisif. Il ne dépend plus uniquement de la présence sécuritaire, mais de la capacité collective à maintenir des habitudes prévisibles. Dans plusieurs localités du Nord, ce moment se lit dans des détails concrets. Les femmes ne se déplacent plus en groupes serrés vers les puits. Elles partent seules à des heures régulières. Les enseignants, autrefois intermittents, reprennent des horaires fixes et planifient d'enfant des semaines entières de cours. Les marchés, d'abord ouverts un jour sur deux, adoptent des cycles stables. Ces signes indiquent que la peur ne structure plus chaque décision immédiate. Elle n'a pas disparu, mais elle n'impose plus son calendrier. C'est ici que l'action d'Ibrahim Traoré change de nature dans la perception locale. Elle n'est plus associée uniquement aux opérations initiales ou aux bataillons déployés, mais à la possibilité de tenir dans le temps. La stabilisation cesse d'être un événement pour devenir une habitude. Ce basculement transforme la logique du conflit. Reprendre un village devient moins important que l'empêcher de replonger. À partir de ce point, chaque retour supplémentaire renforce l'ensemble. La dynamique n'est plus seulement sécuritaire, elle devient sociale. Et lorsqu'un territoire commence à fonctionner par inertie positive, la trajectoire globale se trouve durablement modifiée.
À l'échelle de l'État, la stabilisation progressive modifie la trajectoire nationale plus rapidement que prévu. La réouverture de routes autrefois coupées reconnecte des communes entières au reste du pays et réduit l'isolement administratif. Le retour de plus d'1 million de personnes déplacées recompose la carte démographique et redonne une substance concrète à l'idée de présence étatique. Là où l'État était perçu comme absent ou intermittent, il réapparaît à travers des services continus, même limités. Cette normalisation graduelle renforce la crédibilité des institutions, non par des annonces, mais par leur régularité observable. Sur le plan de l'économie locale, les effets suivent une logique cumulative. Lorsque les marchés rouvrent durablement, l'activité reprend. À Barcelogo, Gabou, au Boulet du Mouhoun, les étals de céréales attirent de nouveau des acheteurs réguliers, créant des flux modestes mais prévisibles. Les mécaniciens, les artisans et les petits commerçants retrouvent une clientèle locale, ce qui relance des cycles économiques élémentaires. Cette reprise n'est pas spectaculaire, mais elle restaure une capacité essentielle, planifier. Pouvoir anticiper une semaine de vente ou une saison agricole change profondément le rapport au risque et à l'avenir. Dans la vie quotidienne des habitants, les transformations sont encore plus tangibles. Les puits fonctionnels permettent aux femmes de se déplacer sans escorte armée, modifiant leur rapport à l'espace public. Les enfants retournent à l'école de manière régulière, parfois dans des bâtiments précaires mais actifs. Les enseignants témoignent que la continuité compte plus que le confort. Une classe ouverte chaque jour vaut davantage qu'une infrastructure parfaite mais intermittente. Ces microstabilités réduisent la charge mentale permanente imposée par la peur et réorganisent les relations sociales au sein des villages. À l'échelle régionale, enfin, la trajectoire burkinabé crée un contraste notable avec certaines zones voisines encore instables. Les frontières avec le Mali et le Niger demeurent vulnérables, mais chaque village stabilisé devient un point d'ancrage qui limite l'expansion des groupes armés. Cette dynamique ne repose pas uniquement sur la force, mais sur l'inertie sociale créée par le retour des populations. Dans cette configuration, l'approche associée à Ibrahim Traoré apparaît comme un facteur de différenciation. Maintenir des espaces vivables à l'intérieur du pays réduit la pression exercée depuis les marges. Ces quatre niveaux, État, économie locale, vie quotidienne et région, montrent que la stabilisation ne se limite pas à des gains sécuritaires. Elle transforme des comportements, des attentes et des horizons temporels. Et c'est précisément cette transformation silencieuse qui détermine si le redressement peut durer au-delà de l'urgence immédiate. Trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir, et aucune ne dépend d'annonces spectaculaires. Elles reposent toutes sur la capacité des villages à maintenir les routines récemment reconquises. Dans un scénario de base, le plus probable, les bataillons d'intervention rapide conservent les couloirs sécurisés déjà ouverts, tandis que les unités civiles approfondissent leur ancrage local. Les marchés restent actifs, les écoles fonctionnent de manière régulière et les retours de famille se poursuivent à un rythme modéré. Des incidents ponctuels peuvent survenir, surtout près des zones frontalières, mais le tissu social reconstitué joue un rôle d'amortisseur. La stabilisation progresse sans accélération majeure, mais sans rupture brutale. Brutale. Un scénario plus optimiste suppose une consolidation continue des infrastructures essentielles. Les puits restent fonctionnels sans interruption. Les axes de circulation sont entretenus et les salles de classe, même précaires, demeurent ouvertes. Dans cette configuration, les villages stabilisés deviennent des pôles d'attraction pour les localités voisines encore hésitantes. Les coopératives rurales et les réseaux d'entraide prennent plus de place dans la gestion quotidienne, réduisant la dépendance à une présence sécuritaire visible.
Cette dynamique cumulative crée une inertie sociale suffisamment forte pour contenir les chocs extérieurs et accélérer les retours. La stabilisation commence alors à s'auto-entretenir. Un scénario plus pessimiste envisage une perturbation venue des marges. Des attaques ciblées ou des ruptures prolongées de services pourraient fragiliser certaines zones récemment reprises. Les villages les plus isolés seraient les premiers touchés, car leur équilibre repose sur une continuité stricte. Toutefois, même dans cette hypothèse, la situation diffère de celle d'avant 2022. Les communautés ont acquis des réflexes de coordination et les retours déjà effectués créent une base de résilience absente auparavant. La stabilisation pourrait ralentir, mais pas s'effondrer immédiatement. Dans les trois cas, une recommandation méthodologique s'impose. Raisonner en conditions, non en certitude. Si les puits fonctionnent, si les écoles restent ouvertes, si les marchés conservent des horaires prévisibles, alors la stabilisation tient. Si l'une de ces conditions cède durablement, la trajectoire s'infléchit aussitôt. Observer ces signaux concrets sera plus décisif que tout calendrier politique. Pour celui qui observe le Burkina Faso depuis l'extérieur, les images de villages autrefois désertés peuvent sembler lointaines, presque abstraites. Pourtant, les transformations décrites dans le nord du pays renvoient à une expérience universelle. Ce moment où une communauté cesse d'organiser sa vie autour de la peur. Voir un marché rouvrir ou une école maintenir des horaires réguliers rappelle que la sécurité n'est pas une notion théorique, mais une condition vécue, ressentie au quotidien. Cette bascule parle à toute personne ayant connu, de près ou de loin, un environnement fragilisé. Pour un lecteur attentif aux mécanismes institutionnels, la trajectoire burkinabé offre un autre angle de réflexion. La stabilisation observée ne repose pas uniquement sur des opérations militaires, mais sur la capacité à relier sécurité, services essentiels et participation locale. Ce sont les interactions entre ces éléments qui rendront la transformation crédible. Les villages ne se redressent pas parce qu'un plan existe, mais parce que des systèmes simples fonctionnent de manière fiable. Cette logique invite à repenser ce qui rend un État réellement présent dans la vie de ses citoyens. Pour celui qui demeure sceptique, les faits apportent une invitation claire, suspendre les jugements abstraits et regarder les comportements concrets. Les habitants ne parlent pas d'idéologie ni de stratégie globale. Ils évoquent l'eau accessible, les trajets sûrs, les classes ouvertes, les marchés actifs. Ces repères ordinaires constituent des critères d'évaluation plus robustes que des discours. Ils permettent de distinguer une stabilisation fragile d'un redressement en cours. À travers ces trois profils de lecture, une même idée se dessine. Lorsque le quotidien cesse d'être une lutte permanente, d'autres horizons deviennent pensables. La stabilisation ne promet pas tout, mais elle rouvre le champ des possibles. Et c'est cette réouverture, souvent silencieuse, qui mérite d'être observée avec attention. Transformer une stabilisation naissante en cadre durable exige une méthode lisible, fondée sur des actions concrètes et vérifiables. La trajectoire associée à Ibrahim Traoré s'articule autour de quelques leviers simples, à condition qu'ils soient appliqués avec constance dans les 12 prochains mois. D'abord, il faut consolider la présence civile après les opérations sécuritaires. Les unités mobiles ne doivent pas se retirer immédiatement une fois un corridor dégagé. Leur maintien sur plusieurs semaines permet d'ancrer les premières routines. L'indicateur clé n'est pas le nombre de patrouilles, mais la continuité. Écoles ouvertes sans interruption, déplacements vers les puits sans escorte armée, marchés actifs, plusieurs jours consécutifs. Si ces signaux se tiennent, la zone cesse d'être réversible à court terme. Ensuite, il faut garantir la fiabilité de ces systèmes vitaux. L'eau, l'école et les axes de circulation forment un triptyque indissociable. Une seule rupture prolongée suffit à fragiliser la confiance acquise. Ici, mesurer compte autant qu'agir.
nombre de jours d'accès continu à l'eau, fréquentation régulière des classes, maintien d'horaires de marché prévisibles. Ces indicateurs simples permettent d'anticiper une dégradation avant qu'elle ne s'installe. Puis, il faut activer la cogestion communautaire. La stabilisation devient robuste lorsque les acteurs locaux prennent part à sa maintenance quotidienne. Aînés, enseignants, artisans et représentants communautaires peuvent arbitrer des conflits mineurs, organiser l'entretien des infrastructures et signaler rapidement les ruptures. L'indicateur pertinent est l'augmentation des retours familiaux et la réduction des zones à nouveau désertées. Enfin, il faut renforcer l'inertie sociale positive. Chaque famille revenue crée un point d'ancrage supplémentaire. Encourager des coopératives rurales, des réseaux d'entraide ou des micro-projets agricoles consolide cette inertie. Le succès se lie dans la stabilité des échanges entre villages et la régularité des activités économiques locales. Cette feuille de route ne promet pas l'irréversibilité. Elle propose une méthode conditionnelle. Si ces gestes tiennent, la stabilisation progresse. S'ils cèdent, elle recule. C'est dans cette discipline quotidienne que se joue la suite. Dans les villages où la poussière retombe lentement après des années d'incertitude, ce sont les gestes simples qui deviennent des repères fiables. La femme de Boulay Doumourhoun, qui avait rouvert son étal de mil dès l'installation durable des patrouilles, raconte désormais que le bruit régulier du marché ressemble à une promesse tenue. Le professeur du village voisin, longtemps habitué à voir ses élèves disparaître, explique que des cahiers ouverts chaque matin valent plus qu'un discours officiel. Ces scènes n'ont rien d'exceptionnel, et c'est précisément ce qui leur donne leur force. Dans cette trame vécue, l'action d'Ibrahim Traoré prend une tonalité particulière. Elle n'apparaît ni comme un héroïsme solitaire, ni comme une rupture spectaculaire, mais comme l'impulsion qui permet à ces gestes ordinaires de persister. Les habitants ne parlent pas de stratégie nationale. Ils parlent d'eau accessible, d'écoles ouvertes, d'animaux qui pèsent à nouveau près des champs. Ces fragments du quotidien, pris ensemble, dessinent une stabilité qui se construit avant d'être proclamée. Le rappel du motif initial est clair. Un marché qui rouvre, une classe qui tient, un puits fréquenté sans escorte. Ce sont ces signes qui indiquent qu'un territoire recommence à croire en sa propre continuité. La stabilisation ne se mesure pas seulement en chiffres ou en cartes, mais dans la capacité d'une communauté à reprendre confiance dans le lendemain. Et quand la routine tient, l'espoir devient praticable. Ce qui se déroule aujourd'hui au Burkina Faso n'appelle ni adhésion aveugle, ni rejet réflexe. Cela invite plutôt à une attention soutenue aux signaux faibles, ceux qui disent si une société reprend prise sur son quotidien, un puits qui fonctionne sans interruption, un marché qui respecte ses horaires, une école qui ouvre chaque matin sont des indicateurs modestes mais décisifs. Ils permettent de suivre une trajectoire sans se perdre dans des débats abstraits. Regarder cette évolution, c'est aussi accepter une posture active, observer, comparer, poser des questions, relier les faits entre eux. L'histoire récente montre que les stabilisations durables ne naissent pas d'un moment spectaculaire, mais d'une continuité patiente. Suivre ces continuités, c'est reconnaître la valeur des gestes répétés et la responsabilité collective qu'ils impliquent. Dans ce cadre, l'enjeu n'est pas seulement burkinabé. Il concerne toute société confrontée à la peur, à la fragmentation et au doute sur sa capacité à tenir. Comprendre comment des communautés réapprennent à vivre ensemble éclaire des dynamiques bien au-delà d'un territoire précis. Alors, en observant ces évolutions, quelle question vous semble aujourd'hui la plus importante à poser pour comprendre ce qui peut ou non durer?